L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, on est heureux de vous retrouver, comme chaque mercredi désormais, sur Studio Kalita pour la fin de cette heure d'actualité, pour parler et ouvrir une page économique avec vous et essayer de parler de certains sujets qui sont particulièrement importants et qui pourraient intéresser en tout cas nos auditeurs, en particulier les Olim de France qui s'installent ici, qui ne sont pas peut-être toujours au courant des différents pièges qui peuvent être tendus par la société israélienne, par l'économie israélienne, par certaines professions. Alors nous allons en parler de 4 sujets ce matin. Le premier que vous avez souhaité débattre, c'est la nouvelle circulaire, une circulaire du Shukaon, de Reshut Shukaon, qui interdit aux agents d'assurance de vendre une assurance à un client qui est déjà assuré pour le même risque. Alors ça peut paraître stupéfiant parce que, en fait, pourquoi un client voudrait se faire assurer 2 fois sur le même risque ? En effet. Comme la semaine dernière, nous commençons par une circulaire de la Reshut Shukaon qui est très active. Et elle a remarqué dans une de ses dernières enquêtes que les agents d'assurance, sans vérifier, proposent à des clients de couvrir un risque, une voiture, un appartement. Et il se trouve que cette personne a déjà la même couverture. Et elle ne le sait pas ? Alors, non. Il faut savoir que quelqu'un peut vérifier dans un site internet qui s'appelle Har Habituar, en français, la montagne de l'assurance. Oui. Et là-bas, il suffit juste de mettre son numéro d'identité et la date où la carte d'identité a été faite, et vous avez toutes les assurances que vous avez faites, ou sur lesquelles vous êtes assuré. Et donc, elle demande maintenant, à partir jusqu'à octobre, elle laisse un peu de temps au marché de l'assurance de se faire, elle dit, à partir d'octobre, l'agent d'assurance ou une compagnie qui aura proposé à un client, sans vérifier avant lui-même, puisque les gens ne font pas comme vous le dites, que cette personne est assurée pour le même risque, alors il aura des sanctions. Oui, mais alors, par exemple, je vous pose la question. L'assureur veut proposer la même assurance, mais moins chère. Et il vient, il dit, voilà, je te propose cette assurance moins chère. Vous avez tout à fait raison. Alors le client est tenté, il dit ok d'accord, je la prends. Et ça oui, ça c'est permis. Ça c'est permis. Ça c'est permis. Elle dit si au moment de vous avez une meilleure proposition que ce qu'il a donné, il s'agit bien sûr, d'augmenter la concurrence, mais ne pas. Et après c'est au client de veiller à annuler l'ancienne assurance. Oui, exactement. D'accord. Donc ça c'est autorisé. Oui. Bon, c'est dans un cas où l'assurance est plus chère, c'est-à-dire. Non, où elle n'a pas vérifié, où la même chose, où elle n'a pas vérifié qu'elle peut donner des meilleures conditions. Bon, donc en fait, finalement, c'est une proposition intéressante, mais on n'a pas tout à fait... C'est-à-dire, ça permet de mieux défendre, on va dire, le consommateur. Exactement. Ok, on a bien compris. Alors, le deuxième point sur lequel vous souhaitez revenir, c'est un point important aussi, parce que tout le monde possède sa carte de crédit, voilà, la mienne est là. Et on ne s'en sépare pas, elle est proche de notre cœur, mais effectivement on l'utilise maintenant pour n'importe quel achat, même pour acheter un Coca-Cola on fait passer notre carte de crédit. Alors là maintenant vous venez nous annoncer que les compagnies de cartes de crédit vont augmenter leurs commissions. Oui, je vous explique. Comme d'habitude, quand le ministère des Finances veut faire des réformes, le résultat des réformes, c'est que ça coûte plus cher pour le consommateur. On a vu ça au moment des SICAV, ce qu'on appelle en Israël les Kranot et Menout, quand ils ont séparé des banques ou les caisses de retraite, et maintenant les gens payent plus cher. Okay. Ce qui se passe, c'est que les réformes contre les banques sont dans tous les pays, et en Israël en particulier, très bien appréciées, puisque la banque est quelque chose qui est le plus détesté dans la plupart des pays. Je me rappelle encore, mon professeur de finance me disait, il avait écrit un article, ne dites pas à ma mère que je suis banquier, elle me croit pianiste dans un saloon. Oui. Pour vous dire que... Alors ça... Mais ce qui se passe, c'est qu'on ne veille pas aux petits détails. Maintenant, vous pensez bien que les banques, elles ne veulent pas perdre. À partir du moment où on a décidé de séparer les cartes de crédit des banques, les banques vont, d'une autre façon, récupérer l'argent. Oui. C'est elles qui... elles ont des accords, ce qu'on appelle en hébreu tifoul, pour faire fonctionner les cartes de crédit. Et elles sont en train de les négocier. Et d'après les études, par exemple dans le journal Globes ou d'autres, les
coûts qu'ils vont demander aux compagnies de crédit vont être plus chers. Ah, c'est les compagnies qui vont devoir payer plus cher et donc indirectement nous aussi. Bien sûr. Bien entendu. Et il y a une chose très très importante aussi, à partir de 2021, normalement les gens, vous avez l'habitude, vous dites que vous avez une carte de crédit à côté du cœur, et une des choses c'est qu'elle vous les prie qu'une fois par mois. Vous savez qu'une fois par mois, dans la plupart des cartes de crédit, comme ça vous savez, ça va plus être comme ça. À partir de 2020, Nathan, normalement, c'est quelqu'un qui fait un achat en carte de crédit. De 2020. De 2021 même. 21, on a donné d'accord. aux gens le temps. À partir de ce moment-là, ça sera le jour même. Cependant, celui qui gagnera, il y a une section de 15 jours à peu près qu'il faut financer. Et ça sera financé par les cartes de crédit qui vont vous le demander, qui vont le répercuter. Ouais, j'ai pas compris. Sur le fait que maintenant, d'avoir 15 jours on a à peu près, disons un mois à 30 jours. Alors on considère qu'il y a 15 jours de gratuit dans le crédit qu'on vous fait. Ça coûte de l'argent à quelqu'un. Okay. Ce crédit-là, jusqu'à maintenant, les banques le supportaient parce qu'elles avaient intérêt. C'était eux-mêmes, de toute façon, qui avaient les cartes de crédit. Maintenant, elles vont le faire payer aux cartes de crédit elles-mêmes qui vont le récupérer sur les consommateurs. Alors, ok, d'accord. Donc, on sort de toutes les manières perdant. Alors, le troisième sujet, c'est concernant... alors là, vous avez avancé un sujet qui n'est pas obligatoirement très connu de l'ensemble de nos auditeurs, c'est l'investissement dans le cannabis et dans le bitcoin. Le bitcoin, on en a parlé beaucoup, c'est une monnaie virtuelle dont la valeur s'est multiplié par 1000 il y a 2 ans, je crois, et qui a baissé sensiblement l'année dernière. L'investissement dans le bitcoin et dans le cannabis donc autorisé, on va dire, c'est un investissement volatile et parfois lié à des milieux mafieux. On l'avait peut-être compris, peut-être de nous-mêmes. Dans notre rubrique hebdomadaire, évitez des investissements qui vous paraissent tellement bien, tellement fructueux. Je veux parler de 2 choses dont vous dites qu'effectivement qu'ils sont connus. Je voudrais quand même ajouter 2 choses. Parlons plutôt du bitcoin parce qu'il me semble que le bitcoin c'est beaucoup plus concret pour beaucoup de gens. C'est vrai pour les 2 choses. Il y a en Israël des sociétés à la bourse qui d'ailleurs disent, ou bien des SICAV, qui vous proposent, au lieu que vous le fassiez vous-même, acheter dans des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Il faut savoir qu'à tel point que c'est volatile et dangereux, et la bourse et la Reshut נייarot Aretz, ceux qui sont chargés de réguler, ont empêché ces sociétés d'être dans ce qu'on appelle le Madad Boursa, d'être dans les indices boursiers. Pour justement, parce que on peut pas interdire aux gens de faire à partir du moment où ils savent les dangers, mais eux-mêmes, ils ont compris le danger de ce genre d'investissement extrêmement spéculatif. Et également, dans les derniers temps, les journaux parlent qu'ils sont même liés, souvent malheureusement, à des milieux mafieux. Et donc, c'est problématique aussi à ce niveau-là. Alors, dernier point que nous voudrions traiter ensemble, c'est une information qui était effectivement dans les journaux israéliens d'hier et qui a été commentée, on va dire, par certains médias. C'est le nombre très important d'échecs à l'examen du barreau israélien. De plus en plus d'étudiants suivent des études d'avocats, de droit, font leur droit, mais ils se trouvent bloqués par l'examen du barreau qui est assez ardu et qui ne permet, on va dire, de passer qu'aux étudiants les plus assidus et probablement aux étudiants qui ont suivi des cours dans les grandes universités en particulier ou dans les grands collèges, mais pas dans n'importe quel établissement d'enseignement supérieur. Alors, comment expliquer cela ? Vous savez que toute femme juive voudrait que son fils soit ou médecin ou avocat. Oui. Et en Israël, le marché des avocats est extrêmement... il y a trop d'avocats dans le pays. Et donc, il y a de la part des autorités du ministère de la Justice et des avocats, une volonté de restreindre le nombre des avocats. Ils ont rendu beaucoup plus difficile l'examen d'obtention d'être avocat, comme vous dites. Et déjà, c'était connu comme c'était difficile. C'est très important pour moi de vous dire, des fois, quelqu'un qui est au lait de France se dit, peut-être je vais faire comme ma mère voudrait, être avocat. Oui. Et c'est vraiment pas les chiffres sont très, très impressionnants. Dans ceux qui ont été présentés par les universités, c'est à peu près 32% seulement de réussite, ce qui est très faible. Et ceux qui sont présentés, comme ça dit, dans des collèges qu'on appelle Mirlalot, c'est encore moins, c'est 25%. Oui. Mais 3/4 ne sont pas reçus. C'est 68% des candidats à l'examen du barreau ont échoué cette année, oui. Alors, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière, c'est-à-dire parce que finalement, ça a été laissé à
on va dire un peu comme une jungle, le nombre d'établissements d'enseignement, de collèges d'enseignement supérieur, c'est surtout eux qui ont fourni pas mal d'avocats au cours des 20 dernières années, parce que c'est vrai qu'à l'université, c'est beaucoup plus difficile. Il y a le psychométrique, il y a des études extrêmement plus poussées. Quels sont les moyens pour enrayer, on va dire, endiguer ce flux massif de candidats au poste d'avocat? D'abord, c'est exact que vous dites que les collèges, les gens sont venus plus, les étudiants sont venus plus dans les collèges. Seulement, il y a un coût à ça, beaucoup plus important que même à l'université. Il faut le savoir. Si on n'a pas de psychométrie, donc il y a quelque chose d'économique pour les collèges. Et on peut faire des études de droit en Israël. Il y a d'ailleurs on peut être conseiller juridique ou des choses comme ça. Il y a plusieurs. Comment dire, il n'y a pas obligatoirement d'être avocat. Ça peut être intéressant d'être un juriste. Dans beaucoup d'entreprises, on demande quelqu'un qui sache des conseils juridiques. Mais il faut savoir que pour ce qui est d'avocat, et d'ailleurs, je crois pas, les stages sont très difficiles et je crois pas d'ailleurs pour les avocats qui commencent que ça soit quelque chose qui soit mirobolant, comme on dit. Donc soyons prudents là-dessus. Soyons prudents là-dessus. Ce n'est pas obligatoirement ça. Ça paraît extrêmement clinquant, mais en tout cas, ça l'est moins lorsque l'on arrive au moment de l'examen du barreau israélien. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, de nous avoir éclairé donc sur tous ces sujets en une dizaine de minutes. C'est toujours impressionnant d'arriver à le faire ensemble comme cela. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.